D'abord, intersocialité est un mot nouveau et je l'ai créé exprès, il n'est pas dans le dictionnaire. Je l'ai créé parce que je considérais que les concepts classiques de relations internationales ne rendaient plus compte du réel. Et par intersocialité, j'entends tous les échanges sociaux qui se produisent au-delà des frontières et des souverainetés et qui engagent l'agenda international. Alors, peut-être que pour répondre directement à votre question, c'est le terme agenda international qui est le plus déterminant. Il y a intersocialité en relations internationales à partir du moment où se trouve créé un problème international qui n'est plus maîtrisé directement par l'autorité étatique, mais qui se trouve doté d'une autonomie suffisamment forte pour que le social vienne ainsi engager les relations internationales davantage que ne peut le faire le politique lui-même. En quelque sorte, c'est une remise en cause de la conception classique des relations internationales qui, comme le disait Raymond Aron, se limitait à la dialectique du diplomate et du soldat. Il y a maintenant tout un ensemble d'acteurs qui échappent à tous les niveaux d'ailleurs au contrôle du diplomate et du soldat et qui font l'actualité internationale. Alors évidemment, ces dynamiques sociales se créent sur la base d'enjeux. Et donc, ces enjeux renvoient à du négatif, c'est-à-dire à ce qui n'a pas pu se faire à la satisfaction des acteurs eux-mêmes. Mais on peut considérer, et ça je l'inclus dans mon livre, que l'évolution des échanges commerciaux, que l'évolution de la démographie mondiale, que la communication en tant que telle, la circulation des ondes, des idées, des informations, donc, contribuent à cette intersocialité. Donc, bien sûr, je ne le réserve pas aux événements négatifs, mais là où la dynamique sociale a un effet direct et immédiat particulièrement fort sur le jeu international, c'est dans la plupart des cas lorsqu'il y a une souffrance sociale, un mécontentement, et je prendrai aussi le concept qui ne m'appartient pas de colère sociale. Ces colères sociales ont tendance de plus en plus à structurer la vie internationale. D'abord, il faut profiter de cette question pour souligner que cet avènement de l'intersocialité sur la scène internationale a été en partie, d'une partie remarquable et significative, joué dans le cadre du monde arabe. C'est-à-dire les printemps arabes ont marqué une rupture, non seulement à l'intérieur du monde arabe, mais dans le monde entier. Cette forme nouvelle de mobilisation, cette forme nouvelle de mouvement social a une part d'inédit. Pas totalement inédit, d'ailleurs il n'y a jamais dans l'histoire des inédits absolus, mais de manière suffisamment forte que, par exemple, les Européens, suite à 2011, s'en inspirent. Les Indignados en Espagne, puis même au-delà de l'Europe, Occupy Wall Street, c'était des mouvements qui dérivaient de ce printemps arabe et qui ont pesé sur les relations internationales. Alors, ce qui est intéressant à travers le premier printemps arabe, celui de 2011, c'est qu'on voit effectivement des mouvements sociaux qui sont anti-léninistes. Par anti-léninistes, je veux dire qui ne correspondent pas à cette force et cette stimulation qui part d'organisations politiques, qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas d'idéologie véritablement structurée et qui appartiennent davantage au domaine de l'expressif qu'au domaine de la revendication, du revendicatif. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit qui est en rupture avec l'histoire des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, jusqu'à maintenant, demandaient quelque chose de précis. Changement de gouvernement, changement d'institution, augmentation de salaire. Là,
il s'agit d'une expression de la colère sociale que l'on voit se renouveler aujourd'hui au Liban, en Irak, en Algérie et dans bien d'autres pays qui avaient été un peu en marge du premier printemps arabe. Alors, il faut s'habituer à cela et on le retrouve au-delà du monde arabe, c'est-à-dire ces mouvements sociaux qui sont plus expressifs que revendicatifs. Ce qui perturbe beaucoup le jeu politique parce que les États ont pour habitude d'agir en réponse à des demandes. Mais les systèmes politiques ne savent pas réagir à une expression parce qu'ils ne voient pas le type d'output, comme dirait David Easton, qu'ils pourraient produire en réponse pour restabiliser le système. Et justement, j'ai dit système. Remarquez que dans la rhétorique du printemps arabe, ce mot est extrêmement utilisé et il l'est aujourd'hui beaucoup en Algérie, au Liban et en Irak. Et on est frappé de constater qu'il a été beaucoup utilisé par les Gilets jaunes en France. Demander de changer le système, ce n'est pas une revendication, c'est l'expression d'une colère. Parce qu'aucun gouvernement, on le voit bien au Liban, n'est capable concrètement de répondre à une telle demande. Donc c'est une rupture, c'est une tonalité, une connotation nouvelle avec laquelle le politique devra faire, mais c'est difficile parce que d'un certain point de vue, ça exprime une forte défiance aux politiques. On ne croit plus aux politiques, donc on ne le croit pas capable de répondre à ses propres revendications. Cette expression sociale prend sa totale autonomie. Là, l'intersocialité devient totalement, parfaitement autonome. C'est certain. Et d'ailleurs, votre remarque se rattache à une tradition de la science politique que l'on peut faire remonter à un auteur qui s'était intéressé au Moyen-Orient, qui était Daniel Lerner. Et Daniel Lerner, Passing of Traditional Societies, mettait en lumière la façon dont l'urbanisation créait une mobilisation sociale accélérée. Et effectivement, les pays les plus urbanisés du Moyen-Orient ou du monde arabe ont été les plus frappés par ces dynamiques sociales. Je pense à l'Égypte, je pense à la Syrie, à l'Irak, d'un certain point de vue l'Algérie. Donc c'est tout à fait vrai. Mais pour autant, il n'y a rien d'exclusif dans ce phénomène parce que on voit aussi comment des décompositions sociales créent des dynamiques sociales de la nature de celles que je décrivais il y a un instant, hors de l'espace urbain. Si vous prenez par exemple les sociétés sahéliennes vivent une tragédie que l'on ne met pas suffisamment en lumière, qui est la décomposition de ces sociétés sous l'effet de facteurs économiques, mais aussi de facteurs écologiques, la désertification, de facteurs institutionnels, c'est-à-dire la faiblesse de la norme, et tout ceci crée une situation d'anomie, dirait Maître Durkheim, et cette situation d'anomie crée une dynamique sociale qui a la main sur le conflit sahélien. C'est-à-dire ce conflit sahélien n'est pas du tout une compétition de puissance comme l'était la guerre dans la théorie classique des relations internationales, c'est au contraire un effet de faiblesse, c'est-à-dire un effet de décomposition sociale. Et là, cette décomposition sociale structure le jeu international et est plus déterminante du cours des événements qu'une intervention militaire, comme on a pu le constater. Alors, votre question est riche parce qu'elle met en évidence différents aspects tout à fait primordiaux dans la connaissance de l'intersocialité. Premièrement, vous montrez que, par votre question, que les enjeux sociaux internationaux, les enjeux sociaux mondiaux deviennent les plus déterminants de l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire aujourd'hui, on meurt davantage d'insécurité sanitaire ou d'insécurité alimentaire qu'il ne faut pas oublier, qui fait plus de morts encore que l'insécurité sanitaire, ou d'insécurité environnementale. Il ne faut pas oublier que le dérèglement climatique fait énormément de victimes et certains spécialistes chiffrent à 8 millions par an le nombre de personnes qui meurent du fait du dérèglement climatique. Donc ça, c'est un premier élément.
à savoir la force des enjeux sociaux qui viennent se substituer aux enjeux que l'on appelait géopolitiques ou géostratégiques dans le monde westphalien. Deuxième remarque, vous avez tout à fait raison de mettre le doigt sur le désarroi des institutions politiques. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Jamais peut-être dans l'histoire de l'humanité, des pouvoirs politiques ont été aussi tétanisés, aussi impuissants face à la montée d'une menace qui n'est plus une menace nationale, mais qui est une menace globale. Et pour montrer à quel point cette menace dépasse les logiques de puissance, il faut noter que ce sont paradoxalement les pays les plus puissants qui ont été les plus touchés. Il ne faut quand même pas oublier qu'en nombre de cas et en nombre de décès, les États-Unis à eux seuls représentent 20% des cas mondiaux de coronavirus et des décès par coronavirus. C'est-à-dire que la puissance devient impuissante, ça c'est une vieille obsession chez moi, mais surtout ça veut dire qu'il y a un découplage très fort entre puissance et enjeu. Et du coup, le politique réagit bizarrement. Il réagit comme pour montrer son ignorance de la nature globale de ces nouveaux enjeux sécuritaires et en nationalisant la crise du coronavirus. Et cette nationalisation de la crise du coronavirus, ça a donné lieu à la guerre des masques, à la guerre des tests, à la guerre des vaccins, à la guerre des statistiques, à une fermeture naïve des frontières, comme si ça allait tout régler, à la stigmatisation des migrants. C'est-à-dire, on a retrouvé le vieux discours westphalien dont on voit qu'il n'a pas du tout de prise sur l'événement. Donc, effectivement, l'intersocialité nous confronte à quelque chose de très fort et sur lequel vraiment il est prioritaire de se pencher, qui est que c'est un renouvellement profond de la gouvernance qu'il faut mettre en place. Nous sommes en train de vivre un moment fort, c'est-à-dire le passage d'un temps de la sécurité nationale, qui était la vieille idée hobbesienne de Thomas Hobbes, à un temps de la sécurité globale. Face à la sécurité nationale, Hobbes a opposé l'État, en tous les cas le Léviathan, le souverain. Face à la sécurité globale, il va falloir construire la gouvernance globale. Vous savez, j'ai écrit ce livre sous l'inspiration d'Émile Durkheim. Émile Durkheim qui avait fondé sa sociologie sur l'idée qu'il n'y a pas de société sans un minimum d'intégration sociale. C'est d'ailleurs en prévoyant cet enjeu que les bâtisseurs d'État en Europe ont inventé la nation. La nation était l'expression de cette intégration humaine sous la férule de l'État. Aujourd'hui, nous sommes passés brutalement à une autre échelle, c'est-à-dire l'échelle mondiale. Et donc, l'intégration sociale internationale, qui est prolongée par une intégration sociale à chaque niveau, et à chaque niveau, ce sont des populations qui bougent de plus en plus, donc qui sont de plus en plus multiculturelles, est absolument indispensable. Et nous le voyons bien dans les heures tragiques qu'on a vécues en France tout récemment, sans un minimum d'intégration sociale, eh bien, il n'y a pas de jeu social possible et il risque de se produire ce que Hobbes avait prévu, c'est-à-dire la guerre généralisée. Mais l'intégration, ça se fait à deux. C'est-à-dire l'intégration, ce n'est pas ressemblez-moi. L'intégration, c'est créer un jeu véritablement collectif où chacun respecte tous les autres et où chacun se sent à parité avec les autres. Et ça, c'est à réinventer. Nous avons trop tendance dans notre histoire occidentale à considérer qu'il n'y a d'intégration qu'à partir de l'uniformisation de notre propre modèle. Non, il faut penser aller vers l'autre. Et c'est si nous allons vers l'autre que l'autre ira vers nous. Sinon, il y aura radicalisation de chaque côté. Alors, l'intégration sociale internationale, je suis moins pessimiste que vous. Ce n'est pas du tout une utopie. On voit bien que dès qu'une partie de l'humanité se réunit autour d'enjeux communs, cette intégration se fait d'elle-même.
qu'il s'agisse des étudiants Erasmus, qu'il s'agisse des communautés scientifiques, qu'il s'agisse des échanges économiques, sociaux, culturels qui se font dans le monde. Simplement, cette intégration sociale ne doit pas être contrariée par cette ambiance populiste que nous connaissons aujourd'hui, où certains entrepreneurs politiques jouent sur la peur de l'autre, sur l'exclusion de l'autre, sur la stigmatisation de l'autre, ce qui est pratique pour gagner une élection, mais ce qui est désastreux pour gérer sur le moyen et le long terme. Donc, il faut rejoindre ce que disaient ceux qui étaient convaincus de cela. Relisez la belle déclaration du millénaire de Kofi Annan qui le disait, nous, peuple des Nations Unies, et rejoindre le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui expliquait qu'il y avait un certain nombre de sécurités humaines qui devaient tous nous réunir. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité environnementale, sécurité économique, etc. Ça, c'est un travail. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire de l'humanité, à chaque étape de l'histoire de l'humanité, il y a eu un travail d'intégration. L'intégration, elle peut s'appuyer sur des besoins ressentis, mais elle doit surtout se réaliser par la volonté d'intégrer et non le miroir aux alouettes qui consiste à retourner en arrière en croyant que l'âge d'or était plus agréable et donc plus approprié pour régler les problèmes d'aujourd'hui.